Voilà, la psychiatrie est dans un état très inquiétant. Et donc notre projet est de faire revivre une psychiatrie qui tienne compte des dimensions fondamentales. Tout d'abord, la psychiatrie est une discipline de la médecine qui s'adresse à des personnes et pas seulement à des cerveaux. C'est une discipline qui prend en considération le fait que la psychiatrie s'occupe des gens dans la longue durée, pour ne pas dire dans la plupart des cas des maladies chroniques, et donc il va falloir mettre en place un système qui en tienne compte. Et puis la psychiatrie, évidemment, est une discipline qui est très en lien avec beaucoup d'autres disciplines médicales et anthropologiques et psychologiques et neuroscientifiques, et je crois que c'est très important de pouvoir articuler ces différentes disciplines. Et enfin, la psychiatrie a affaire à des gens qui ont quelquefois besoin de soins sans qu'ils puissent accorder leur consentement à ces soins. Donc, beaucoup de points qui justifient qu'on revienne à un système qui a fait ses preuves au XXe siècle, qui est la plus grande invention de la psychiatrie du XXe siècle, la psychiatrie de secteur. Donc, le premier point de ce plan, c'est la question de remettre en place la psychiatrie de secteur en distinguant les différents niveaux qui sont les siens, c'est-à-dire s'occuper de la prévention de façon concrète, réelle et vraiment théorisée, s'occuper des soins de façon cohérente avec tous les partenaires que je viens de citer, et s'occuper dans certains cas de la post-cure, c'est-à-dire du suivi des patients qui ont besoin de ce traitement dans la durée. Alors, je ne vais pas détailler là la restructuration de la psychiatrie de secteur qui serait très importante à redéfinir, et ça sera fait dans le plan qui vous sera présenté lors de la conférence de presse et ultérieurement, mais c'est très important de bien comprendre que la psychiatrie de secteur s'articule avec une psychiatrie de première ligne qui est faite par les professionnels qui exercent, quelquefois sans le savoir, une fonction psychiatrique, le médecin généraliste, le professionnel de la petite enfance, le pédiatre, tous les gens qui sont en première ligne pour accueillir la souffrance psychique et qui, dans beaucoup de cas, sont tout à fait suffisants pour aider les patients à pouvoir traiter cette question pour eux. Quand ils sont en difficulté, alors ils ont recours à la psychiatrie de secteur, qui est là pour ça, qui est dans leur arrière-plan et qui va les aider à tenir cette position de première ligne. Donc la psychiatrie de secteur exerce tout naturellement le travail de lien avec la première ligne et d'accueil dans les CMP, les centres médico-psychologiques de la deuxième ligne, et je crois que c'est un élément tout à fait important et intéressant. Et à ce titre-là, la psychiatrie de secteur a déployé dans son histoire tout un tas de dispositifs qui permettent d'exercer cette fonction de façon tout à fait cohérente, tempérée et suffisante quand on a les moyens qui sont nécessaires. Alors le patient arrive au centre médico-psychologique, on l'accueille de façon digne, humaine, on définit avec lui le diagnostic qu'il présente, c'est-à-dire qu'on fait un travail avec lui, sa famille, son environnement, pour savoir quelles sont les ressources qui vont être nécessaires pour traiter en fonction de ce diagnostic la souffrance psychique qu'il présente. Et dans un certain nombre de cas, évidemment, cette souffrance psychique va avoir besoin de dispositifs qui sont plus conséquents que le seul centre médico-psychologique, c'est-à-dire le recours à une hospitalisation à temps partiel quand c'est nécessaire et à temps plein quand c'est nécessaire. Et on voit bien que ce dispositif-là, qui a fait la preuve pendant une vingtaine d'années, des années 70 à 90, 95, a montré qu'à ce moment-là, tous les troubles psychiatriques qui se présentaient aux urgences avaient fondu comme par enchantement, puisqu'ils étaient pris en charge par les psychiatres du secteur et leurs équipes, et que c'était tout à fait suffisant à ce que, finalement, le recours aux urgences générales ne soit pas nécessaire dans vraiment la plus grande part des cas. Donc je crois que c'est un système qui a fait ses preuves, qui est tout à fait intéressant et qui permet, quand se présentent des cas tout à fait particuliers qui ont besoin du recours à une troisième ligne, alors les services hospitaliers universitaires sont là pour ça et donc présentent des services très spécialisés pour le trouble avec hyperactivité, pour certains troubles autistiques particuliers, pour les schizophrénies dans certains cas, pour les troubles, disons, bipolaires dans d'autres cas, etc., les troubles anxieux. Bon, on voit bien que cette troisième ligne est quelque chose qui est nécessairement en recours pour les professionnels de la première et de la deuxième ligne. Et qu'en aucun cas, les patients peuvent aller directement à la troisième ligne, parce que sinon on se rend compte que ça embolise ces services-là, et que le recours à la première et à la deuxième ligne devient obsolète très rapidement. Et on voit bien que c'est quelque chose qui présente des très gros inconvénients et des avantages très très faibles. Donc, nécessité d'en recourir à ça.
Alors, le problème, c'est que, évidemment, il va falloir trouver un financement pour cette psychiatrie de secteur. On a vu pendant un certain temps que la psychiatrie de secteur fonctionnait sur le fait que, puisqu'on pouvait s'occuper des patients dans la cité sans avoir besoin de les hospitaliser, l'argent qui provenait des hospitalisations a été réutilisé pour suivre les gens dans la cité. Dès l'instant où l'État a compris ça et a modifié le système en disant bon, finalement, cet argent que vous économisez dans les hospitalisations à temps complet, ben, finalement, on ne va pas vous le rendre et on va l'utiliser pour d'autres choses, ben, la psychiatrie a connu ses limites très rapidement, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus les moyens de traiter les gens dans la cité. Et à ce moment-là, on a dit la psychiatrie de secteur, vous voyez bien, c'est obsolète. Non, c'est pas la psychiatrie de secteur qui est obsolète, c'est le fait qu'on n'ait pas donné les moyens à la psychiatrie de secteur de se déployer de façon satisfaisante. Donc, la dotation globale semble être la seule solution, et encore en rapport avec des données populationnelles que nos amis épidémiologistes veulent bien dégager pour nous. Donc, il me semble que sur le plan de tarification à l'acte et toutes ces données-là, ça c'est pas du tout pertinent pour la psychiatrie. Il faut revenir à quelque chose qui soit global et qui permette de financer le fonctionnement de la psychiatrie. Alors, dans certains cas, je disais dans mon introduction, il y a des patients qui présentent des pathologies qui les conduisent à refuser les soins dont ils ont absolument besoin. Alors là, il va falloir revoir la législation sur ces soins sans consentement, de façon à ce que ça ne soit pas une loi qui soit au service de la préfecture et du ministre de l'Intérieur, mais qui soit une loi qui soit au service de ce que le ministre de la Santé doit soutenir, c'est-à-dire que même pour ces patients-là qui sont en difficulté avec les rapports avec l'État pour des raisons d'ordre public, etc., c'est d'abord des gens qui ont besoin de soins. Donc il faut en revenir à ce que les lois qui concernent le soin sans consentement soient régies par ces éléments-là, et je crois que c'est très important. Le deuxième grand volet de cette évolution, c'est que ces patients ayant besoin d'un suivi dans la continuité des soins, qui est le concept central de la psychiatrie de secteur, eh bien, on puisse leur assurer cette continuité des soins. Et on voit bien que cette entourance-là concerne la plupart des maladies chroniques, celle du diabète, celle de la PCR, celle de tout un tas de maladies chroniques, et qu'évidemment, pour les malades mentaux, on voit bien que le fait de dire il faut uniquement utiliser les soins quand ils ont besoin des urgences et le reste du temps c'est dans le social et le médico-social, c'est vraiment une manière de se dédouaner de la prise en charge nécessaire de ces patients qui ont besoin de l'urgence tous les jours. Et la chronicité des malades mentaux, c'est à ceci particulier que ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus chaque jour de leur vie, tout le temps qu'il sera nécessaire, et dès l'instant où les psychiatres et leurs équipes sentent que ça peut être diminué, relâché, l'effort, etc., ce patient-là rejoint les citoyens dans la vie ordinaire, et il ne sera fait recours à la psychiatrie à nouveau que si le patient le demande, et à ce moment-là, évidemment, les psychiatres déploieront leur système sectoriel du suivi de ces patients. Alors évidemment, ça a beaucoup de conséquences sur le plan de l'enseignement et de la recherche. Parce qu'évidemment, si d'un seul coup, la maladie mentale n'est plus, comme c'est l'idée actuellement vendue par un certain nombre de nos collègues, uniquement des maladies du cerveau, des neurones et des neurosciences et de la génétique, bien évidemment, il faut prendre en considération que le malade est une personne. Et cette personne, elle a besoin d'être soutenue, y compris sur le plan psychothérapique au sens large, et quelquefois même psychothérapique institutionnelle. Et donc, de pouvoir associer aux nécessaires enseignements et recherches sur la génétique, les neurosciences, qui sont des choses très importantes, personne n'en disconvient, eh bien, d'y associer les recherches aussi très importantes du côté de la psychopathologie, que j'appelle maintenant transférentielle, du côté de l'anthropologie, du côté de la sociologie et du côté du politique, c'est une nécessité qui évidemment est évidente pour tous les psychiatres qui sont confrontés à la prise en charge des malades mentaux au long terme. Et donc je crois que ces matières-là doivent faire absolument partie à la fois de l'enseignement et de la recherche. Et il faut vraiment mettre le paquet sur non plus le fait qu'il n'y aurait que la génétique et les neurosciences et exclure tous les autres de l'équation. Il faut mettre le paquet sur les concepts qui permettent d'articuler ces dimensions génétiques, neurodéveloppementales, neuroscientifiques et tout ce qui concerne l'autre volet qui est du côté des sciences humaines.
Et je crois que cette guerre qui se développe entre ces différentes matières est purement et simplement obsolète. Il faut aujourd'hui développer les articulations qui permettent de tenir compte de toutes les avancées dans toutes les sciences, y compris les sciences connexes et les sciences humaines. Et je crois que ce travail-là nécessite de la part de nos enseignants et de nos chercheurs une mise des moyens qui soient nécessaires, qui sera utile à faire avancer l'ensemble du dispositif. Et enfin, peut-être la question de la prévention qui est trop laissée de côté et qui, dans ses articulations avec la santé publique, l'épidémiologie et toutes les sciences qui permettent d'avancer sur ces questions-là, sont nécessairement articulables dans des peut-être services hospitaliers universitaires qui permettraient de les penser, ces problématiques, comme des problématiques fondamentales qui auraient leur mot à dire sur l'organisation même du système de santé, sur les 3 niveaux que j'ai rapidement évoqués, du premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Et je crois que si on se lance dans une telle politique de santé en ce qui concerne la psychiatrie ne fera plus honte aux gens qui la pratiquent comme aujourd'hui, et au contraire, elle deviendra l'honneur de la psychiatrie française, qu'elle a été pendant que la psychiatrie de secteur était digne de ce nom. Et je crois que c'est vraiment le devoir qui nous attend aujourd'hui.